Proche-Orient. Alors que les négociations pour une trêve des combats s'enlisent, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré hier son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération inconditionnelle de tous les otages. Il exhorte ainsi les deux camps à mettre en œuvre sans délai et sans condition les termes du plan de paix proposé le 31 mai dernier par le président américain Joe Biden. Plan, je vous le rappelle, en 3 parties. La première phase comprend un cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages. La deuxième phase préconise la fin définitive des hostilités en échange de la libération de tous les autres otages encore à Gaza et d'un retrait complet des forces israéliennes de la bande. Enfin, la troisième phase, quant à elle, prévoit notamment un grand plan de reconstruction pluriannuelle pour Gaza. Mais pour le moment, aucun accord n'est sur la table. Un blocage dû, entre autres, à la volonté de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de maintenir son armée dans l'enclave, notamment à la frontière avec l'Égypte. Mais les jours sont comptés pour la population gazaouite. Selon un rapport de l'ONU publié hier, l'économie palestinienne est en chute libre. Un déclin sans précédent dépassant de loin l'impact de toutes les confrontations militaires précédentes. Un effondrement économique qui se manifeste par une chute vertigineuse de 81% du produit intérieur brut de Gaza au cours du dernier trimestre 2023, entraînant une contraction de 22% sur l'ensemble de l'année. Quant aux conditions du marché de l'emploi en Cisjordanie, elles se sont, vous vous en doutez, considérablement détériorées puisque 96% des entreprises faisant état d'une baisse d'activité et 42% d'une réduction de leurs effectifs. Au total, ce sont pas moins de 306 000 emplois qui ont été perdus, faisant passer le taux de chômage en Cisjordanie de 12,9% avant le conflit à 32%. C'est finalement une surprise pour personne, en tout cas pas pour les marchés financiers. Hier, la Banque Centrale Européenne a abaissé son principal taux directeur de 3,75% à 3,5%. Une baisse de 25 points de base alors que l'inflation a décéléré en août à 2,2% en rythme annuel, son niveau le plus bas en 3 ans, mais précisons qu'elle s'est gardée de s'engager sur la poursuite ou non de sa politique d'assouplissement monétaire. Nous resterons dépendants des données, cela est particulièrement justifié au vu de l'incertitude qui règne, a déclaré Christine Lagarde. Nous déciderons du niveau des taux d'intérêt réunion après réunion. Toujours est-il que le taux de facilité de dépôt montait à 4%, son niveau le plus élevé depuis la création de l'euro en 1999 à la suite de 10 relèvements consécutifs des coûts d'emprunt entre juillet 2022 et septembre 2023, passe ainsi à 3,5% après la baisse de 25 points de base décidée en juin dernier. Quant au taux de refinancement et au taux de facilité de prêt marginal, ils sont tous les deux abaissés respectivement à 3,65 et 3,9%. Concernant ses prévisions, la Banque Centrale Européenne a par ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'exercice 2024, mais elle continue de considérer que l'inflation sera largement conforme à son objectif de 2% d'ici à la fin de l'exercice 2025. L'inflation devrait donc s'élever à 2,2% l'année prochaine, ce qui est supérieur à l'objectif de la BCE, mais la trajectoire des prévisions suggère un recul par rapport à l'objectif au cours du second semestre de l'année. Toujours au chapitre de l'inflation, les prix américains à la production ont légèrement rebondi en août, mais conformément au consensus, selon des chiffres publiés hier par le département du travail américain. Les PPI ont donc progressé de 0,2% le mois dernier, après avoir été stable en juillet. Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production a ralenti à 1,7% en août, après 2,1% en juillet. Dans sa dimension corps, c'est-à-dire dépouillée de ses composantes les plus volatiles, l'indice des prix à la production a pris 0,3% sur un mois en août, après une hausse similaire en juillet, tandis qu'en rythme annuel, la hausse a été de 3,3% contre 3,2% en juillet. Ceci étant, la Réserve fédérale américaine fait face à un sérieux dilemme. La baisse annoncée pour le 18 septembre prochain sera-t-elle de 25 points de base ou de 50 points de base, puisque si l'on écoute les observateurs, une baisse de 25 points de base serait synonyme que l'inflation
a bien ralenti, que la Fed a fait son travail et qu'il n'y a pas de pression et d'urgence particulière à appuyer sur le frein, alors que si elle choisissait de réduire son taux de 50 points de base, ceci voudrait dire que sa lecture de l'économie est différente de celle que les marchés ont, c'est-à-dire que le marché de l'emploi a nettement ralenti et plus fort que prévu, et que donc l'économie a besoin d'un coup de boost, particulièrement important, d'où une baisse de 50 points de base. La planète finance sera donc particulièrement attentive au dot plot produit, programmé, publié lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, qui nous expliquera, puisque finalement ce qui est important, c'est pas la baisse de septembre prochain, c'est plutôt les baisses de 2025 qui seront scrutées de très près. Donc la Réserve fédérale américaine, 25 ou 50 points de base à l'issue de sa prochaine réunion, c'est pas important, c'est sa lecture qui le sera. L'économie américaine va-t-elle si bien que cela? Si ce n'est pas le cas, 50 points de base seront choisis. Si la Réserve fédérale américaine a fait son job, grâce à des taux directeurs élevés, eh bien, l'inflation a naturellement reculé et donc elle ne sera pas particulièrement pressée d'appuyer sur le frein. Du coup, par la force des choses, eh bien, les 25 points de base seront donc requis. On attend avec impatience eh bien, les conclusions de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine le 18 septembre prochain. En France, alors que le nouveau Premier ministre Michel Barnier s'est engagé à former un gouvernement dans le courant de la semaine prochaine, les Français, eux, semblent, si ce n'est dubitatifs, en tout cas prudents à l'endroit de la réussite de son mandat. En effet, selon le baromètre mensuel est là pour les Échos, la cote de confiance du nouveau Premier ministre est calculée à 31%. Elle est au même niveau que celle de son prédécesseur Gabriel Attal au moment de sa nomination en janvier dernier, mais notons qu'elle est bien en dessous de celle d'Édouard Philippe, qui était alors de 36%, ou bien de celle de Jean Castex, qui était également de 36%. Je vous rappelle que c'était les deux premiers ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle reste toutefois, la cote de Michel Barnier, supérieure à celle d'Elisabeth Borne à son entrée en fonction, puisque la première ministre d'Emmanuel Macron avait une cote de popularité calculée à 27%. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur la planète finance hier, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et ce matin, ils ont dépouillé avec attention les chiffres de la production industrielle au Japon, production industrielle qui est nettement repartie à la hausse, puisqu'elle était négative de 4,2% au mois de juin. Le consensus l'avait modélisé à 2,8%, elle est ressortie à 3,1%. Du côté des données sur les prix, ce matin étaient publiées les données sur l'inflation en France. L'inflation qui a reculé légèrement au mois d'août en séquentiel, c'est-à-dire calculé d'un mois sur l'autre, puisque le consensus l'avait modélisé à 0,6%. Elle est ressortie à 0,5%, mais en légère accélération par rapport au mois de juin, puisque au mois de juillet, elle était ressortie à 0,2% dans sa composante harmonisée, c'est-à-dire qui permet des comparaisons avec l'ensemble des économies du bloc européen. Eh bien, elle est ressortie en hausse puisque en données séquentielles, toujours au mois d'août, elle est de 0,6%. Alors, en ligne avec les attentes de consensus, mais supérieure à ce qu'elle était au mois de juillet, puisqu'en juillet, elle était de 0,2%. En ce qui concerne le reste de la journée, eh bien écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent, tout au plus peut-être la production industrielle en zone euro qui sera publiée à 11h. Et voilà, donc pour les principales données macro que nous pourrions éventuellement aimer analyser aujourd'hui. Pour les amateurs et ceux qui suivent les cours du pétrole, on sera attentif au nombre de forages percés et c'est publié tout à l'heure à 19h. Voilà donc pour ce à quoi les analystes et les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. En ce qui concerne la journée d'hier, eh bien en Europe, très certainement porté en Europe, plus certainement porté par le rebond de la tech aux États-Unis que la décision de la Banque centrale européenne d'abaisser pour la seconde fois en 3 mois ses taux directeurs, eh bien les principales places financières ont terminé la journée dans le vert. Les investisseurs également confortés par les PPI américains, dont le léger rebond renforce la probabilité d'une baisse de 25 points de base le 18 septembre prochain. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,52% à 7435 points. À Londres, le FTSE s'est adjugé 0,5
0,57% à 8240 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui gagné près de 1% à 18 507 points. Aux États-Unis, Wall Street a clôturé sur une note positive hier. Les investisseurs rassurés par les dernières données sur l'inflation qui ont renforcé les attentes et la probabilité, le scénario d'une baisse de 25 points de base par la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 41 096 points. Le S&P 500 a pris 0,75% à 5 595 points. Quant au Nasdaq, il s'était au fil, lui, de 1% à 17 569 points. Sur le marché des rendements souverains, les rendements du Bund à 10 ans ont pris 6 points de base hier à 2,159%, quand celui du Bund à 2 ans a gagné près de 10 points de base à 2,234%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des treasuries à 10 ans prenait un peu moins de 4 points de base à 3,6909%, tandis que le rendement à 2 ans progressait, lui, d'un tout petit peu moins de 3 points de base à 3,674%. Sur le Forex, les cambistes ont acheté de l'euro alors que la BCE, selon Christine Lagarde, pourrait maintenir ses taux à un niveau élevé plus longtemps que prévu. L'euro a ainsi gagné 0,21% face au dollar à 1,1034. Enfin, sur les marchés du pétrole, les prix ont encore signé hier une deuxième séance consécutive de hausse, portée, vous vous en doutez, par des achats à bon compte, mais également par le passage de l'ouragan Francine. Pour autant, selon les dernières informations de cette nuit, à ce stade, il ne semble pas y avoir de dommages sérieux sur les installations de pétrolières et de raffinage en Louisiane. Du coup, avec ces achats à bon compte, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a bondi de près de 2% hier pour clôturer au-dessus des $70 à 71,97 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate, plus directement impacté par ces achats à bon compte et par les éventuelles conséquences de l'ouragan Francine, eh bien, lui, il a pris plus que son homologue européen, puisqu'il a pris 2,47% à 68,97 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 septembre 2024 et juste après, nous allons retrouver Antoine Quesada et son Chrono CAC 4 tout de suite sur TV Finance.